Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Hello Juliette. Coucou Aurore, Ça va bien? ça va super. Et toi? Oui, ça va. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet en plus qui me plaît, que j'adore. Qui est d'actualité en plus. Ouais, carrément. C'est d'actualité, oui, parce que par rapport à la retraite, puisque ce qui est en train de naître un peu dans mon esprit, je sais pas si on va pouvoir tout dire aujourd'hui, mais on va faire un petit peu de teasing, hein, en tout cas sur ce qui est en train de se passer. Mais c'est surtout que c'est un sujet aussi qui revient beaucoup dans les discussions que j'ai sur les réseaux avec les gens, qui est au cœur un peu de toutes les préoccupations de notre quotidien d'humain, j'ai envie de te dire. Mhm. Et effectivement, je te laisse annoncer le thème. Roulement de tambour, du coup. On va parler d'amour aujourd'hui, forcément. Effectivement, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et du coup, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses. On pourrait aborder ce thème-là sous beaucoup d'angles différents, mais ce que j'avais envie qu'on aille explorer un peu, si tu es d'accord, c'est en fait tous les mécanismes conscients ou inconscients qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir du mal à trouver l'amour ou bien à vivre des relations épanouissantes, etc. Tous les pièges un peu dans lesquels on peut potentiellement tomber et voilà, qui vont nous bloquer sur ce chemin vers l'amour. Est-ce que ça te parle déjà? Oui, moi, c'est un vaste sujet. On va voir ce qui est possible de synthétiser dans cet échange. Mais oui, c'est sûr que de toute façon, euh, arriver à cultiver des relations saines, harmonieuses, équilibrées, épanouies, c'est un petit peu le nerf de la guerre, je trouve. Que ce soit dans la relation amoureuse, que ce soit dans nos relations avec les amis, avec les collègues de travail, les personnes avec qui on travaille, qu'on soit employé ou indépendant. Ça demande une certaine conscience de ce qui se joue, de la capacité à s'observer, à se remettre en question. Parce que tant qu'on n'a pas encore fait le chemin de compréhension justement de ce qui peut se jouer, on peut avoir tendance à voir l'extérieur comme des bourreaux, voilà, un peu à se victimiser, à se dire que c'est toujours la faute des autres, que le sort s'acharne sur nous, qu'on tombe tout le temps sur des hommes toxiques, qu'on tombe tout le temps sur des femmes fuyantes, etc., etc. Jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait tout ça c'est à l'intérieur de nous. Mhm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est à l'intérieur de nous, concrètement? Mais c'est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'il y a une des lois universelles qui existe, qui est la loi des miroirs, et qui nous permet de comprendre que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et donc tout ce qui se manifeste dans notre vie est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que moi je l'aborde plus sur ce plan-là, plutôt que de dire on attire à nous tout ce qu'on mérite, entre guillemets, parce que c'est bien plus subtil que ça. C'est-à-dire que il y a il y a des mécanismes ou des énergies dont on n'a même pas conscience, qui sont logés justement dans notre inconscient, qu'on a récupéré de notre transgénérationnel parfois. On a des traumas aussi qu'on a un peu mis sous le tapis. Et forcément, c'est pour ça qu'on appelle inconscient, c'est que tant que c'est pas mis en lumière, on n'a pas la possibilité de prendre sa responsabilité pour se rendre compte que
ça part de nous. Donc Mhm. c'est pour ça que déjà que c'est important de poser que les discours culpabilisants que je peux entendre parfois dans la sphère un peu spirituelle. Oui, mais c'est parce que tu l'as attiré à toi. Oui, mais bon, c'est parce que tu vibres le manque, c'est parce que tu vibres la peur, etc. Je trouve que c'est très... c'est pas du tout bienveillant et empli de compassion parce Mhm. que sur le principe, oui, sur le principe, effectivement, c'est nous qui attirons tout ce qu'on va vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est conscient et que donc c'est facile à intégrer. Mhm. Donc ça déjà c'est hyper important à entendre parce que l'idée c'est vraiment d'arriver à faire la différence entre se culpabiliser et se responsabiliser, Mhm. en tout cas sur ce plan des relations. Et donc par rapport à cette histoire de miroir, bah, effectivement, tant que je vais vibrer le manque, Mhm. la peur que l'autre me quitte, m'abandonne, je vais attirer à moi des personnes qui vont ressentir en fait cette peur du manque, vont ressentir le fait qu'on a peur d'être abandonné. Et bah, souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va générer en eux une espèce de pression, euh, voilà, qu'ils vont pas arriver à combler le vide, etc. Et donc, effectivement, ils vont finir par partir. Mhm. Donc, on aura attiré ce dont on a peur. Et c'est là où c'est le plus difficile, et ça demande beaucoup de travail de conscience, et d'arriver à vraiment observer. Moi, j'invite toujours à observer les schémas répétitifs pour Mhm. arriver à comprendre en fait ce qui se joue, parce que comme on l'a dit, vu que c'est dans l'inconscient, c'est difficile de savoir. Bah oui, mais bon, du coup, c'est quoi mes traumas, mes blessures, qu'est-ce que je vibre, voilà, pas évident. Mais si on regarde les schémas répétitifs, eh ben, on a la capacité d'arriver à prendre du recul. Et moi, c'est d'avoir observé justement mes relations, mes anciennes relations, qui m'ont beaucoup aidé à voir ça chez moi. Donc, Mhm. Donc, une fois que tu as pris conscience de schémas qui peuvent se répéter, c'est quoi l'étape d'après? Comment est-ce que tu fais pour sortir de ce schéma-là? hmm. Ben, bon, forcément, c'est tout un processus hein, qui parfois demande de l'accompagnement, et puis ça demande des années. Moi, ça fait Mhm. au moins 5-6 ans que je suis sur les dossiers, donc du coup, il y a eu une avancée, mais c'est le travail d'une vie déjà. Donc, arriver à accepter ça aussi, que non, ce sera pas facile avec le prochain, et non, ce sera pas tout cuit, et tout ne sera pas parfaitement aligné. En fait, c'est un travail quotidien jusqu'à la fin de nos jours. Mhm. Et ça demande une vraie acceptation parce que ça nous demande aussi de sortir d'un idéal parfois. Et c'est cet idéal aussi qui se met en travers de notre réalisme. L'idéal de comment doit être le couple, l'idéal de comment doivent être les amis, l'idéal de comment doit se passer une relation. Mhm. Et si ça va pas dans le sens de notre idéal, et ben là encore une fois, on va avoir tendance à s'effondrer, à s'énerver, à vouloir contrôler. Et encore une fois, on n'est plus dans la fluidité de ce qui est. Donc ça, c'est hyper important aussi à poser. Mais une fois qu'on a observé un schéma répétitif, Mhm. moi je peux prendre un exemple pour que ce soit un peu plus facile peut-être. J'ai beaucoup été avec des hommes très gentils, voilà, vraiment adorables, qui me contredisaient rarement, et sur qui du coup j'avais une forme de contrôle, euh, et où je me sentais en sécurité. Mhm. Et le schéma, c'était que à chaque fois, je finissais par m'ennuyer et partir. Où je sentais qu'il y avait un manque de connexion, il y avait un manque de voilà d'éveil commun. On n'avait souvent pas énormément de points communs, ou en tout cas pas ceux qui me nourrissaient moi. Et à un moment donné, donc justement quand j'ai rencontré mon nouveau chéri actuel, euh, bah, je me suis posé cette question. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui en moi euh, fait que j'attire tout le temps des hommes comme ça, et que j'arrive pas à me connecter à quelqu'un qui vibre Mhm. profondément aligné avec moi. Et c'est là où j'ai dû observer vraiment mon besoin de contrôle très très profond, parce qu'il y avait une insécurité très profonde. Et que du coup, plutôt que de choisir la voie de l'expansion, du dynamisme, des challenges, et au final d'une certaine ouais, une certaine aventure quoi, qui pouvait m'être proposée, bah, j'avais tendance à aller dans le choix facile parce qu'au moins j'étais en sécurité et j'avais le contrôle. Mhm. Mais au final, je finissais toujours par arriver au même résultat.
Donc il a fallu que j'accepte de sortir du contrôle, et donc c'est pour ça que la vie, ou moi-même, je me suis mis sur mon chemin, quelqu'un qui n'accepte pas d'être contrôlé, beaucoup moins que les autres en tout cas. Et, et ça a été très insécurisant au début. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où la prise de conscience, elle s'initie, la vie nous propose des choses. On va commencer à rencontrer des gens, on va manifester d'autres personnes et on va se dire tiens, c'est bizarre, ça se rapproche un peu plus de tout ce que j'aurais toujours voulu. Et là, on va avoir deux choix. C'est-à-dire, est-ce que je fais le choix de repartir dans mon schéma d'avant, de choisir la sécurité parce que quand même ça me fait un peu flipper et je préfère repartir là où j'étais bien confortable, ou est-ce que je fais un choix différent qui est ok, bon bah je vois mon besoin de contrôle, mon insécurité, je vois que là j'ai complètement envie de fuir, mais je l'accepte parce que c'est que en traversant justement ce mécanisme-là et en arrivant à l'intégrer chez moi que je pourrais vivre une relation qui me permet de goûter à quelque chose de différent. Donc voilà, le changement il s'opère vraiment à l'intérieur de nous et c'est une question de choix de posture en fait. Donc c'est qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter en fait. Est-ce que j'ai envie d'expérimenter une relation où il y a du respect, où il y a de l'intimité? Est-ce que j'ai envie d'expérimenter une relation qui va me faire travailler sur tel sujet? Est-ce que j'ai envie d'expérimenter une relation où il y a zéro engagement, où ça peut être intéressant, mais en même temps, bah, c'est un peu challengeant aussi. En fait, c'est vraiment une question de choix. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, quoi. Et une fois qu'on a observé ça en miroir, avec les schémas, bah, c'est de prendre sa responsabilité. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas de se culpabiliser. Ah oui, mais c'est parce que en fait je suis dans le contrôle, alors du coup j'attire toujours des mecs qui voilà se laissent faire, etc. Non, c'est ok. Bon bah je vois que je suis dans le contrôle. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Comment est-ce que je peux m'apporter cette sécurité à l'intérieur de moi, même si je sais que c'est pas évident? Qu'est-ce que je peux cultiver comme pratique? À quel outil je peux me connecter pour, au moment où je perçois le besoin de sécurité, je vais aller le chercher à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et en fait, c'est toute la clé de la relation. Là, on est très connecté aussi à la communication non violente, avec les besoins et tout ça. Donc ça, je vais beaucoup en parler aussi dans les formations que je fais. Mais c'est à un moment donné, à partir du moment où on a identifié un besoin chez nous, bon bah là, je vois que j'ai un besoin de liberté. Comment est-ce que je peux m'apporter cette liberté à l'intérieur de moi plutôt que de la demander à l'autre? J'ai besoin de compassion, comment je peux m'apporter de la compassion à moi plutôt que de tout mettre sur les épaules de l'autre? Ça veut pas dire que l'autre ne peut pas nous en apporter, parce qu'à partir du moment où on est dans une relation, c'est un choix de partenariat. Donc naturellement, si la relation elle est alignée, ça doit nous faire plaisir de contribuer aux besoins de l'un et de l'autre. Ça veut pas dire que c'est obligatoire et que c'est tout le temps, mais naturellement, normalement, il y a un élan de contribuer chez l'être humain quand il a le choix. C'est un des principes aussi de la communication non violente. Et donc du coup, c'est vraiment de se dire, bon bah là j'ai un besoin, est-ce que pour l'instant je peux y répondre moi-même? Sinon, comment est-ce que je peux y répondre à l'extérieur? Mais c'est aussi pas forcément la personne qu'on pense, c'est-à-dire sortir des attentes. C'est pas parce que j'ai un besoin de tendresse que je dois tout mettre sur mon partenaire. Peut-être que je peux aller appeler une copine, rigoler, aller me faire masser, aller marcher dans la nature, me connecter à quelque chose voilà, qui me fait cocooning, et en fait on peut se l'apporter aussi, ce besoin de tendresse. Donc c'est souvent ça en fait, c'est d'observer notre besoin chez nous quand on a un peu regardé les schémas récurrents, et une fois qu'on a capté ça, bah, comment est-ce que je peux avoir différentes stratégies pour nourrir ces besoins plutôt que de tout mettre sur les épaules de l'autre, parce qu'en général c'est ça qui fait que les couples explosent. Et est-ce que c'est aussi relié à ce qu'on entend beaucoup, la dépendance affective? Je sais que ça a été à la mode là, pendant un petit moment. Est-ce que c'est aussi ce même principe de contrôle Ouais, alors la dépendance affective, ça va plus se loger dans dans un de nos archétypes psychologiques qui s'appelle l'oralité, dont je parle aussi dans la formation Manifestation Sacrée, parce que j'aborde beaucoup les névroses. Et en fait, notre oralité, c'est ce qui fait que quand on vient au monde,
c'est l'extérieur qui nous nourrit, c'est-à-dire le sein de maman, le biberon, les parents. En fait, tant qu'on n'est pas autonome, c'est tout à fait normal d'avoir cette croyance que l'extérieur nous nourrit quand on a besoin d'être nourri. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas en grandissant que lorsqu'on devient autonome, on doit apprendre à se nourrir par soi-même et pas constamment attendre de l'extérieur. Et c'est ça qui développe la névrose qu'on appelle de l'oralité, parce que on continue en fait de nourrir ce réflexe qui est « Oh, j'ai besoin d'amour, il faut que l'extérieur me donne de l'amour. Oh, je me sens vide, il faut que l'extérieur comble. » Et donc c'est ça aussi qui développe tous nos mécanismes d'attachement, de compensation. On se sent pas bien, on va aller manger un gâteau. On se sent pas bien, on va aller acheter une 37e paire de baskets. On se sent pas bien, on va aller fumer une cigarette. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on va tout le temps, dès qu'on sent un vide, on va avoir ce réflexe d'aller compenser l'extérieur avec une relation, avec un partenaire, avec de la nourriture, etc. etc. Donc c'est vraiment là où se loge la dépendance, et effectivement, de se dire que c'est cette croyance qu'on n'a pas les ressources de vivre par nous-mêmes, de nous nourrir par nous-mêmes, et que donc du coup, si on est seul, si on est célibataire, si l'autre n'est pas là, on va pas s'en sortir. Alors qu'en fait c'est faux, c'est juste que c'est un conditionnement et qu'on a tout à fait la capacité de le déconstruire. Et du coup, ça paraît... Alors comme ça paraît super simple. Enfin, tu vois, ok, il y a la réponse plus ou moins qui est là, mais du coup, je me dis, mais savoir se nourrir soi-même, en fait, c'est ultra difficile. Comment est-ce que tu fais ça? Et c'est quoi les clés principales? Parce que pareil, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais comment est-ce qu'on se nourrit soi-même? La clé principale, et le mot qui me vient, c'est l'engagement. C'est-à-dire que on va souvent demander à l'autre de s'engager envers nous, tu vois, à travers le mariage, ça va nous rassurer, de s'engager dans la relation, voilà, qu'on est bien sûr qu'on est ensemble, qu'est-ce que ça veut dire d'être engagé, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire au final d'être engagé envers soi? Et donc, on va demander à l'autre de s'engager envers nous-mêmes, mais nous, on va pas s'engager envers nous-mêmes. Et donc, du coup, ça, c'est pas possible. Donc, l'engagement envers nous-mêmes, ça passe par quand, justement, encore une fois, j'ai une émotion qui me traverse, je deviens autonome pour la traverser. C'est-à-dire, je vais pas aller déverser ma colère, déverser ma tristesse sur l'autre. Je peux être en présence avec ma colère et ma tristesse, et l'autre peut être à côté de moi en soutien, avec une présence. Mais je vais pas, encore une fois, attendre que ce soit l'autre qui fasse déversoir où je peux vraiment balancer toutes mes émotions en attendant qu'ils viennent me réconforter, me dire que tout va bien aller. En fait, c'est d'arriver à faire le travail par soi-même. On dit souvent être notre propre parent, être notre meilleur ami. C'est un peu les deux phrases, je pense, qui nous aident. Et c'est ok. Bon, là, j'ai une tristesse qui arrive. Plutôt que de tout de suite aller vouloir écrire un message aux copines, genre ouais, je suis au bout de ma vie, il s'est passé ça, c'est horrible, il a été affreux avec moi, etc., etc. C'est de se poser avec l'émotion et de se dire bon, ok, là je sens qu'il y a un truc, j'ai de la tristesse, déjà j'évacue la tristesse. Voilà, si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Si je suis en colère, j'évacue la colère, je peux écrire, je peux aller marcher dehors, je peux faire du yoga. En fait, chacun a sa propre technique. Maintenant, il y a tellement d'outils qui existent pour accueillir et transformer une émotion que c'est pas possible qu'on me dise qu'on sait pas faire. Il y a l'EFT, le breathwork, la méditation, la visualisation, le yoga, la marche en nature, le shaking, la danse. On peut faire tellement de choses. Et parfois, ça shift en 5 minutes. Tu vois, c'est juste d'accueillir cette colère et dire, ok, là, je suis méga en colère. Et puis, de shaker, de bouger pendant 5 minutes et dire, ok, j'évacue la colère. Et puis après, on se pose, on est là, ah, ça va mieux. En fait, il suffit de 5 minutes d'autonomie où on va juste traverser avec le bon outil l'émotion. Et une fois qu'on a réussi à accueillir cette émotion, c'est de se dire, bon, ok, quand on est sorti de l'émotionnel, parce que tant qu'on est dedans, c'est pas possible. Hein. Il faut d'abord traverser. C'est pour ça que c'est la première étape. Une fois qu'on est revenu dans un espace beaucoup plus neutre, là, on a la capacité de s'observer, on a un meilleur discernement, et c'est là qu'on peut reprendre notre responsabilité. Avant, c'est pas possible. Et c'est de se dire, ok, là, qu'est-ce qui s'est joué? Pourquoi je me suis mise en colère?
Et qu'est-ce que ça a connecté comme besoin? Bah, en fait, je me suis mise en colère parce que je suis rentrée, il m'a pas calculé. Et en fait, j'avais un besoin de reconnaissance parce que j'ai fait les courses toute seule et que bah, lui, il est resté bien tranquille à la maison, etc., etc. Et donc, tout l'enjeu, c'est de dire, OK, bon, bah, j'ai un besoin de reconnaissance. Est-ce que déjà, moi, je m'apporte assez de reconnaissance à moi-même? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pas tendance à être tout le temps en train de me sacrifier pour tout le monde? Est-ce que je prends du temps pour faire des choses qui me font du bien? Est-ce que j'arrive à montrer au monde toutes les belles qualités que j'ai, etc. Déjà, travailler ça chez moi. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la reconnaissance de moi à moi? Et ensuite, c'est tout l'enjeu de l'expression authentique dont on parle aussi dans la CNV. Bah, c'est d'en parler à l'autre, mais quand on n'est pas dans l'émotion. C'est de dire, bah écoute, tu vois, hier ou tout à l'heure, bah, en fait, je suis rentrée et bah, t'as pas vu que j'avais fait les courses, puis tu m'as pas trop calculé, et j'entends, hein, peut-être que t'étais en train de faire quelque chose, que t'étais occupée, mais moi, ça m'a mis en colère parce qu'en fait, j'avais un grand besoin de reconnaissance et du coup, ouais, ça m'a rendu triste, ça m'a rendu en colère, donc j'ai traversé le truc, mais voilà, c'était important pour moi de te l'exprimer. Et là, on arrive avec une charge émotionnelle qui est quasi neutre, tu vois. Et donc l'autre, il va être en capacité d'écouter et d'accueillir. Et là, de se remettre en question, de partager éventuellement ce qui s'est passé pour lui. Et là, il y a un vrai dialogue constructif. Plutôt que si on arrive en disant « Ouais, je viens de faire les courses, toi t'es là, tu fous rien, tu me captes même pas. » C'est sûr qu'on va au conflit. Et donc voilà, ça passe vraiment par ça, l'autonomie émotionnelle et l'engagement, c'est-à-dire, bah en fait, à chaque fois, et ça arrive tous les jours. Tous les jours, on a des émotions, tous les jours, on a des besoins. C'est de s'engager et de se dire, ok, je fais le choix conscient dans ma relation, dans toutes mes relations, et puis même de moi à moi, qu'à chaque fois qu'il y a un gros truc qui émerge, bah, plutôt que de le mettre sous le tapis, de partir dans la colère, d'accuser l'autre, d'être dans mes jugements, de partir dans la victime, le bourreau, ou peu importe, je me ressens, je traverse mon truc, et ensuite j'observe ce qui s'est passé, et je le communique s'il y a besoin. C'est ça la vraie autonomie et la vraie souveraineté, en fait. C'est la clé de toutes les relations harmonieuses. Ça veut pas dire que c'est facile, hein. Oui, non, clairement. Mais d'ailleurs, j'allais te dire, qu'est-ce qui se passe, tu vois, si parfois c'est pas possible de faire toutes ces étapes, tu vois. Je pense que c'est peut-être intéressant aussi de déculpabiliser, de se dire que ben est-ce que c'est ok si quand même des fois il y a un truc qui doit sortir et ça sort quoi. Bah tu sais, moi je suis très adepte des 4 accords Toltec et il y en a un qui dit faire toujours de son mieux. Et effectivement, c'est impossible, ou en tout cas ça demande énormément de maîtrise, c'est impossible d'être tout le temps dans la maîtrise de ses émotions, etc. etc. Moi, je trouve que j'arrive à le faire très facilement avec mes amis, avec les personnes avec qui je travaille, parce qu'on est moins impliqué émotionnellement. Et quand on est très impliqué, comme dans le couple ou avec les parents, c'est beaucoup plus dur. Donc, faut vraiment pas s'en vouloir. Et en fait, très souvent, la colère, elle va sortir et très souvent, on va pas avoir le bon comportement. Moi, ça m'arrive plein de fois de me voir réagir et d'être dans la colère ou dans la tristesse et de me voir bouder ou de me voir voilà, un peu exploser ou avoir une parole de travers, à être un peu dans le contrôle, etc. Et je le vois. Mais par contre, ça dure jamais très longtemps et il n'y a pas de mots qui sont trop déplacés, tu vois. Ça va quand même être assez dosé parce que j'ai la conscience. Donc, bien sûr que oui, ça va arriver et c'est normal, on est des êtres humains et on apprend. Mais ce qui est important, c'est que même si ça arrive, en fait, on a toujours le choix. Tu vois, c'est ok, bon bah là j'ai explosé, bon bah je vais aller observer ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, quels besoins il y avait derrière. Et ensuite j'ai le choix. J'ai le choix de dire bon bah en fait il m'a saoulé, je vais rester dans mon ego et puis je vais vouloir avoir raison et je vais bouder et je vais pas lui envoyer de message pendant 3 jours pour qu'il comprenne que c'est moi la chef. Ou alors je vais observer ce qui s'est passé chez moi et puis je vais revenir dans un espace de communication et d'intégrité. En fait, tout est ok, c'est juste qu'on a toujours le choix. Mais chaque choix a des conséquences.
Donc, il faut juste prendre la responsabilité de nos choix. Si je fais le choix de rester dans le conflit, j'assume la conséquence. Si je fais le choix d'aller au dialogue, je bénéficie de la conséquence. Mhm. Et est-ce que tu aurais des conseils, je me dis, pour ouvrir des espaces comme ça de parole? Alors, dans le couple, du coup, je pense que tu as déjà donné pas mal d'exemples, mais quand c'est dans le cadre, par exemple, d'une amitié ou d'une relation, effectivement, je sais pas, avec la famille ou je ne sais pas, comment est-ce que tu arrives, toi, à ouvrir ces espaces de parole et ouais, à créer une communication ouverte et bienveillante? Parce que je me dis, c'est pareil, c'est peut-être pas toujours évident. Mm. Bah, c'est sûr que c'est pas évident, ça dépend vraiment le contexte et la capacité de chacun à communiquer. Déjà, moi, alors, si vraiment c'est compliqué, l'écrit, c'est pas mal. Mais vraiment, d'écrire en utilisant le je et vraiment en restant centré sur mes ressentis, mes besoins, qu'est-ce que ça m'a fait vivre, qu'est-ce que ça m'a mis en lumière, et faire très attention à pas partir dans les accusations, dans les jugements, etc. Mhm. C'est pour ça que ça demande tout un processus, hein, et que de toute façon, la CNV, c'est infini aussi. Mais donc, du coup, l'écrit, c'est pas mal quand... voilà, même moi, je l'utilise, que ce soit dans mes relations professionnelles, avec la famille ou dans ma relation. Ça permet d'être encore plus dans un espace de neutralité, tu vois, de pas avoir la personne en face, de pas se dire oui, mais il va répliquer tout de suite, ou moi, ça se trouve, je vais pas dire les bons mots, là, on a le temps d'écrire, de se relire, de vérifier. Donc ça peut déjà être une bonne base si c'est pas encore fluide, la capacité de se parler en direct. Après, c'est sûr que d'ouvrir un espace de parole en direct, c'est toujours plus agréable, et de se dire bon, bah écoute, est-ce que tu serais OK pour que on ouvre enfin qu'on se prenne, parce que après tout dépend l'éveil et l'avancée de Mhm. chacun, mais Mhm. plutôt que de dire on s'ouvre un espace de dialogue, on peut dire oui, est-ce que t'es OK si voilà, ce soir on va se boire un thé et puis on se pose un peu, on parle voilà de ce qui se joue en ce moment et tout ça. Donc, déjà de faire la proposition. Mhm. Et après l'invitation, bah, c'est de se dire bah écoute, est-ce que t'es OK si moi je t'exprime un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment, et ensuite que toi tu puisses me dire ce qui se passe pour toi. Donc comme ça, il y a une invitation. Et ça permet à la personne de d'abord vraiment nous écouter, parce qu'on a tendance à s'interrompre toutes les 2 secondes pour se justifier. Donc vraiment d'être dans l'écoute. D'abord ok, voilà, je t'exprime ce qui se passe pour moi, toujours en faisant attention à parler de soi et pas être dans les jugements, les interprétations, les projections. Mhm. Et puis une fois qu'on a terminé, dire bah écoute, voilà, qu'est-ce que toi tu comprends, comment est-ce que toi tu te sens par rapport à ça, est-ce que tu as envie de me partager voilà, ce qui se passe pour toi maintenant par rapport à ce que je viens de te partager. Et là on se met dans l'écoute, et en fait c'est vraiment ça qui est important. C'est quand on parle, vraiment parler de soi, et la personne qui est en face, vraiment d'être dans l'écoute. Et c'est toute la difficulté, parce que quand on écoute, on a tendance à entendre des jugements, même si on est en train de nous parler d'un besoin, tu vois. Si toi t'exprimes, bah, tu vois, moi en ce moment j'ai vraiment besoin de liberté, j'ai besoin d'espace. L'autre en face, s'il a des blessures et des traumas, il va entendre, bah en fait t'es de trop, tu prends trop de place. Et tu vois, c'est ça la difficulté, c'est vraiment de pas prendre personnellement le besoin de l'autre, parce qu'il est juste en train de parler de son besoin, et il n'est pas en train de dire que le problème c'est nous. Et c'est là toute la subtilité, Mhm. toute la difficulté, et ça malheureusement, bah, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience, ça demande de l'écoute, et au début c'est très difficile, et encore moi, tu vois, dans ma relation, il y a des moments où c'est dur de pas prendre les choses personnellement, mais quand tu commences à capter que c'est ça, bah, ça devient de plus en plus facile, et tu peux entendre vraiment le besoin de l'autre sans te dire que c'est pas toi le problème, c'est juste les stratégies qui sont utilisées pour nourrir ses besoins. Et Mhm. là, ça peut être intéressant parce que du coup, on peut trouver des solutions ensemble. Mhm. Et bon, je pense que la réponse est assez évidente, mais si on propose d'ouvrir ces espaces où, tu vois, voilà, la communication est lancée par nous du coup, mais qu'en face,
c'est des personnes qui n'ont pas ce même désir, en fait, ou tu vois, qui comprennent peut-être pas pourquoi avoir ces échanges-là, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil. Ouais, toute la difficulté, c'est d'accepter aussi le non. Et ça fait aussi partie de la communication non violente et même de la communication spirituelle au sens global, c'est d'accepter en fait là où en est l'autre. Et peut-être que quand on va lui parler d'un besoin qui est là pour nous, et de faire une proposition de stratégie pour y répondre, peut-être que l'autre, il n'a pas la capacité, il n'a pas encore l'espace, il n'a pas encore les clés, et ça fait aussi partie de la relation d'accepter le non de l'autre. C'est-à-dire de sortir d'une attente de résultat et d'être plutôt dans cultiver le lien avec l'autre. Et donc si à ce moment-là, l'autre, il n'a pas la capacité de répondre, ça demande d'accepter. Et ça, c'est le plus difficile parce que nous, on est des êtres qui avons tendance à vouloir contrôler, que l'issue, elle soit comme on veut, positive, etc. Et si l'autre dit, écoute, là, tout de suite, j'ai pas la capacité de répondre à ton besoin et c'est trop difficile pour moi et j'ai vraiment besoin d'un temps de recul, il faut accepter le non aussi. Accepter là où en sont les gens, accepter que peut-être c'est pas le bon jour, peut-être c'est pas la bonne semaine, et peut-être c'est pas la bonne année, et peut-être que c'est pas la bonne incarnation tout court. C'est-à-dire que il y a des gens qui seront prêts plus tard, il y en a qui arrivent à être prêts assez rapidement parce qu'ils cheminent, et il y en a d'autres qui seront peut-être jamais prêts. Et d'accepter ça aussi, c'est important, tu vois, parce que au final, souvent ce qu'on va entendre, c'est oui, mais regarde, il me respecte pas, il respecte pas mes besoins, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et lui il est tout le temps en train de me dire non, qui veut pas, qui peut pas. Ok, qu'est-ce qui en toi ne te respecte pas pour partir de cette relation, au final? Oui, on revient toujours à revenir à soi et ce qui se passe à l'intérieur de toute façon, oui. C'est ça. Donc ça demande de l'acceptation et parfois c'est pas facile parce que y a l'oralité derrière qui veut pas être seule et qui s'attache. Mais c'est vraiment une question, encore une fois, de choix. Est-ce que je suis capable d'entendre le non de l'autre? Si c'est de temps en temps, s'il y a un équilibre, tu vois, où là, il n'a pas la capacité, mais après, il a la capacité. Et en fait, chacun de notre tour, on va trouver notre équilibre là-dedans, parce qu'en fait, voilà, à certains moments, il y en a un qui dit non, et puis après, c'est l'autre qui n'a pas la possibilité, et ça s'harmonise comme ça. Après, s'il y a un énorme déséquilibre, où l'autre est toujours dans le non, dans la fermeture, dans la non-écoute, dans l'incapacité à nourrir nos besoins, pourquoi est-ce qu'on continue la relation? Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais nos besoins, ils sont plus alignés, et donc c'est plus possible. Oui, c'est ça, mais parce que je trouve aussi que la limite, elle peut être fine entre... t'es dans une relation et il y a ce côté challengeant qui va te permettre aux deux d'évoluer. Et puis, il faut pas non plus que ça devienne un espace qui est challengeant H24 et que ce soit un enfer. Enfin, voilà. Oui, disons que la relation, elle sera jamais parfaite, il n'y a pas d'idéal et c'est du travail constant, mais effectivement, si à côté, il n'y a pas de la joie, de la légèreté, de la complicité, du dynamisme, du mouvement, etc., oui, là, il faut se poser la question parce qu'on n'est pas avec quelqu'un pour être en thérapie constante, quoi. Et effectivement, c'est d'arriver à avoir le discernement, de se dire, là, on est dans une période difficile, mais à côté de ça, on vit plein de beaux moments. Ou alors, là, on a traversé une semaine un peu pas facile, et puis, hop, on va remettre du mouvement, et puis on va se retrouver, et puis ça va mieux. Et en fait, c'est ça, le couple, c'est aussi les montagnes russes. C'est jamais linéaire, mais effectivement, il faut qu'il y ait toujours de l'amour, de la compassion, du soutien, de l'écoute, etc. Même si c'est pas toujours dans les espaces où on l'attend, s'il y en a quand même, d'une forme ou d'une autre, parce que, ça c'est un autre sujet, mais il y a aussi 5 langages de l'amour, tu vois. C'est un livre qui existe, qui est très chouette, et j'en parle parfois.
C'est-à-dire que s'il y en a un, son langage, c'est les mots et les cadeaux, et que l'autre, son langage, c'est les services rendus et le temps de qualité, déjà, tu vois, il faut aussi arriver à intégrer que, moi, j'aimerais bien qu'il me dise un peu plus de mots d'amour et qu'il me fasse des cadeaux, mais en attendant, en face, l'autre, il nourrit l'amour à travers sa qualité de présence, à travers tous les services qu'il me rend, il est tout le temps en train de faire des trucs pour la maison, etc., etc. Ça demande aussi d'avoir la capacité de voir ça, qu'il y a de l'amour, il y a du soutien, mais que parfois on n'utilise pas les mêmes stratégies pour nourrir les besoins de l'un et de l'autre. Mhm. Mhm. Est-ce que tu veux partager juste un petit peu là dans la relation que vous avez avec Clément, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vous rejoignez et justement qu'est-ce que vous avez envie ensemble de cultiver et voilà comment est-ce que ça se passe au quotidien. Ouais, au-delà des valeurs, moi ce que je peux partager, c'est le travail, on va dire, l'équilibre que nous on travaille en ce moment. C'est-à-dire que pour moi, l'expression et la communication, c'est très facile, et pour lui, c'est plus difficile. Donc moi, je lui ouvre des espaces où il peut s'exprimer, et du coup, moi, je travaille beaucoup sur moi pour pas prendre les choses personnellement, justement. Chose qu'avant, j'avais vraiment tendance à faire. Donc je fais un gros travail de discernement, d'observer, ok, en fait là, il est en train de parler de ses besoins, il n'est pas en train de parler de moi. Donc ça, c'est vraiment le travail. Et puis, lui, là, il est très porté sur des valeurs de liberté, d'espace, parce qu'il a vécu pendant très longtemps tout seul, alors que moi, j'ai beaucoup été en couple. Et donc, ça me demande d'accepter aussi, tu vois, de vivre le couple différemment, d'accepter qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps l'un avec l'autre, de s'écrire tout le temps quand on n'est pas ensemble. Puis même à la maison, tu vois, de trouver aussi des espaces où on a des sas, où on est où on est avec soi. Donc moi, ça me fait travailler aussi beaucoup l'émancipation, l'individualisation, etc. Et à côté de ça, lui, il bénéficie beaucoup de mon soutien, de ma compassion, de mon écoute. Je l'aide beaucoup à développer ses activités. Et lui m'a aidé à me recentrer sur moi, à prendre du temps pour moi, à reprendre confiance aussi, tu vois, pour me remettre à conduire, pour faire de l'escalade, etc. Donc, ouais, il y a un bon équilibre. Moi, je l'ai aidé à plus se mettre à bosser, et lui, il m'aide à moins bosser. Et, et voilà, mais c'est intéressant parce que justement, comme je te disais, tu vois, moi, j'avais parfois des attentes en termes de soutien, en termes de... ouais, en termes de soutien, au moins, j'attendais plus du soutien émotionnel, avec des mots, avec des gestes, alors que lui, il me soutient beaucoup en faisant des choses pour moi, tu vois, des choses plus concrètes. Donc c'est là où c'est intéressant aussi de vraiment observer ça, parce qu'on peut tomber dans des reproches en disant oui, mais tu me soutiens jamais. Tu vois, moi je suis tout le temps en train de te partager des petites gentillesses, d'avoir des mots doux pour toi, de venir te faire des câlins, etc. Mais en fait, l'autre, il nous donne aussi beaucoup de soutien, mais de façon différente. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour un besoin, il y a plein de stratégies différentes, et on va tous avoir des stratégies différentes. Et voilà, donc oui, c'est très initiatique, c'est très beau, et en même temps, on a plein d'espaces où on se retrouve, parce que voilà, on fait du yoga tous les deux, on a le chant, la musique, quand on chante ensemble, la respiration, la sonothérapie, tout ça, c'est des sujets qui nous passionnent. Puis on a plein de conversations très intéressantes. On a fait la formation aussi de communication non violente ensemble, donc ça, c'est aussi un gros point fort, et c'est vraiment pour ça d'ailleurs qu'on avait envie de partager tout ça dans notre retraite en mars. Ouais, c'est super intéressant, c'est que vous avez chacun vos espaces d'individualité, et vous vous rejoignez aussi ensemble. C'est trop beau. C'est trop beau. Et puis c'est vraiment la clé pour que la relation dure, parce que si chacun n'est pas épanoui individuellement pour ensuite le partager avec l'autre, la relation, soit elle est vouée à l'échec, soit les gens restent ensemble mais ne sont pas heureux. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment la clé. Moi, je me souviens à chaque fois, c'est la femme de Will Smith, ils sont toujours ensemble après des années de mariage, ils ont des enfants, c'est un super couple.
Mhm. C'est eux qui avaient partagé que le secret du mariage, c'était vraiment sois heureux de ton côté et ensuite tu viens le partager avec l'autre. Mhm. Et c'est vraiment ça pour moi la clé des relations épanouies. Mhm. Et puis juste pour finir, en fait, juste de peut-être si tu veux parler un peu de cette retraite là qui arrive, parce que en tout cas justement, ce qui est super intéressant aussi, c'est de se dire que peut-être il y a des personnes qui ne savent pas vraiment à quoi ça peut ressembler un couple épanoui et conscient, etc. Parce que ils ont pas ça autour d'eux. Mhm. Mais du coup, participer à un événement comme ça, à une retraite, et s'inspirer de ces pratiques que vous allez faire, etc., je trouve que c'est la meilleure façon de les développer ensuite. Ouais. Donc voilà, et si tu veux partager un peu ce qui arrive, et voilà. Ouais, on a vraiment voulu créer cette retraite. Alors, elle n'est pas ouverte que aux couples, hein. On peut vraiment venir avec une amie, un ami. Voilà. Bon, l'idée, c'est de venir en tout cas avec un partenaire, même si on n'est pas avec. Et voilà, juste parce qu'on va faire pas mal de pratiques en binôme. Parce que justement, on explore le lien d'intimité, on explore le partage, on explore la connexion. Mais on n'est absolument pas obligé d'être en couple. Et nous, effectivement, on a eu envie d'ouvrir un espace pour vraiment se centraliser là-dessus. Donc, ça va passer par effectivement des temps où on va parler de communication non violente, parce que c'est un peu le cœur du sujet. Mhm. Mais on va aussi faire des pratiques de, par exemple, Kundalini pour aller contacter des émotions à l'intérieur de nous. Moi, je vais animer du breathwork chamanique aussi pour aller se libérer de certains trucs qui peuvent nous peser. Il va y avoir des temps de partage. On a parlé aussi de tantra blanc. Alors ça, c'est un truc un peu mystérieux et qui fait toujours un peu flipper les gens. Mais le tantra, en fait, c'est juste de la respiration. Donc c'est de la respiration, parfois couplée avec des pranayamas, des mantras. Parfois, on va respirer ou chanter un mantra en se regardant dans les yeux ou ce genre de choses. Donc Mhm. c'est absolument pas terrible, au contraire. C'est génial parce que comme on disait, l'autre c'est un miroir, et donc quand on rencontre l'autre, on se rencontre soi. Mhm. Et voilà, on a vraiment eu envie d'ouvrir cet espace pour ça, pour vraiment travailler sur le lien de soi à soi déjà, de se rencontrer soi, parce que de toute façon dans les pratiques, on n'est absolument pas tout le temps avec le même binôme, hein, ça va tourner comme dans toutes nos retraites, pour pouvoir Mhm. explorer avec plein de gens différents. Et ensuite, de mettre en lumière le lien à l'autre. Mais les deux sont liés de toute façon. Mhm. Voilà, c'était vraiment ça notre intention. Et puis, et c'est aussi pour ça que moi, comme je disais, je suis en train de réfléchir je suis bientôt en train de créer une formation aussi sur le sujet, Mhm. sur les relations conscientes. Et donc, il y aura un petit peu aussi tout ça. Comment est-ce qu'on se co-engage avec quelqu'un, comment on prend sa responsabilité, les pièges de l'attachement, etc., etc. Donc j'ai hâte, je pense que ça va être très très chouette. Mhm. Oui, ça promet carrément. Bah écoute, merci beaucoup Merci à pour toi. tout cet échange. Et puis voilà, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, mais je pense que c'est déjà assez complet. Ouais, non, c'est super. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a partagé. N'hésitez pas aussi à partager le podcast ou la vidéo, parce que c'est un sujet, je pense, dont tout le monde a vraiment besoin d'entendre parler en ce moment. Et voilà, on sera ravis de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt! À bientôt!